Je m'appelle Aurore et j'ai 35 ans. Je suis directrice financière dans une grande entreprise du centre-ville. C'est le genre de poste qui exige de longues heures, une planification minutieuse et beaucoup de patience pour gérer les budgets et les feuilles de calcul. Mais je suis bonne dans ce domaine, et le salaire est excellent. J'économise et j'investis depuis l'âge de 22 ans. Chaque prime, chaque augmentation, chaque euro supplémentaire est allé à l'épargne ou aux investissements. J'avais un plan. Je voulais acheter la maison de mes rêves et je n'allais pas me contenter de moins que la perfection. Il a fallu 13 ans de discipline et de sacrifice, mais ce printemps, j'ai finalement réussi. J'ai acheté la maison de mes rêves. La maison est tout ce que je voulais. 3 chambres, une cuisine moderne, du parquet partout. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est mon bureau avec un système de domotique qui contrôle tout, de l'éclairage à la température, et la terrasse intérieure entourée de hauts murs où je peux m'asseoir et boire un café en toute intimité. La maison est enregistrée à mon nom. Je l'ai achetée avec mon argent, mes économies, mes investissements. J'y vis avec mon mari, Étienne. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Il travaille dans le conseil en affaires et voyage beaucoup pour son travail. Il est souvent à Londres, Berlin ou ailleurs pendant des semaines. Nous y sommes habitués maintenant. Étienne a une sœur nommée Margot. Elle a 32 ans et est mariée à un gars nommé Théo. Théo se présente comme un blogueur de voyage, mais pour autant que je sache, il n'a pas d'emploi permanent. Il publie des photos en ligne et parle de ses aventures, mais je n'ai jamais vu de revenus réels de sa part. Margot travaille occasionnellement, mais elle n'a jamais gardé un emploi plus de quelques mois. Ils sont toujours fauchés, toujours à demander de l'argent aux membres de leur famille. J'ai payé leur loyer ces derniers mois. Ils n'arrêtaient pas d'appeler, disant qu'ils ne pouvaient pas payer, qu'ils me rembourseraient bientôt. Je savais qu'ils ne me rembourseraient pas, mais je l'ai fait quand même parce qu'Étienne me l'a demandé, parce que c'est de la famille. Il y a quelques semaines, il y a eu une série de vols dans mon quartier chic du 16e arrondissement. 3 maisons ont été cambriolées en 2 semaines. La police a augmenté les patrouilles, mais je ne voulais prendre aucun risque. J'ai installé un système de sécurité avec une alarme et 5 caméras. Une à la porte d'entrée, une à la porte arrière, une dans le salon, une couvrant l'allée et une surveillant la rue. Le système était connecté à mon téléphone et je pouvais vérifier les caméras à tout moment. J'ai donné des doubles de clés à quelques membres de ma famille en cas d'urgence. Mes parents en ont un jeu. Les parents d'Étienne en ont un jeu. Et Étienne a évidemment ses propres clés. J'avais l'intention de parler du nouveau système de sécurité à tout le monde, mais j'ai oublié. Le travail est devenu intense et ça m'est sorti de l'esprit. Mardi dernier, j'étais au travail, assise à une réunion de budget trimestriel. C'était une de ces réunions qui traînent pendant des heures pendant que les gens se disputent les allocations et les projections. J'écoutais à moitié quand mon téléphone a vibré. C'était une notification de mon système de sécurité. Effraction détectée. Porte d'entrée. Clé en double utilisée. J'ai immédiatement ouvert l'application de la caméra sur mon téléphone. La vidéo montrait Margot et Théo entrant chez moi comme s'ils étaient chez eux. Margot portait des sacs et Théo regardait autour de lui, hochant la tête comme s'il approuvait quelque chose. Ils sont simplement entrés avec un double de clé. 30 secondes plus tard, l'alarme s'est déclenchée. Le son était assourdissant, même à travers le téléphone. J'ai vu Margot se couvrir les oreilles et Théo chercher frénétiquement quelque chose. Ils ne connaissaient pas le code de désactivation. Bien sûr que non. Je ne le leur avais jamais donné. La voix de l'opérateur de la société de sécurité est passée par le système sur haut-parleur. Ceci est la sécurité domestique. Veuillez indiquer le nom du propriétaire et la phrase de sécurité. Théo criait par-dessus l'alarme. Je ne connais pas la phrase. C'est la maison de mon frère Étienne. Le système a averti la police. Veuillez rester où vous êtes. J'ai basculé sur la caméra de la rue. Il y avait une petite camionnette garée dans mon allée. L'arrière était ouvert et je pouvais voir des meubles et des cartons de déménagement à l'intérieur. Des meubles. Des cartons de déménagement. Ils ne faisaient pas que visiter. Ils prévoyaient d'emménager.
Je suis restée assise à regarder mon téléphone pendant que les gens autour de moi continuaient de débattre des postes budgétaires. Margot et Théo essayaient d'emménager chez moi sans me demander, sans me prévenir. Ils ont juste décidé qu'ils pouvaient y vivre parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur propre loyer. Je me suis excusée de la réunion et suis allée dans une salle de conférence vide. J'ai appelé la ligne non-urgence de la police pour confirmer ce qui se passait. Ici Aurore Dubois. J'ai reçu une alerte indiquant que la police avait été dépêchée à mon adresse. Je dois confirmer ce qui se passe. Ils m'ont transféré à l'officier Martin. Il m'a posé plusieurs questions. Est-ce que Margot et Théo avaient la permission d'être là? Savais-je qu'ils venaient? Leur avais-je donné la permission de vivre chez moi? Non, ai-je répondu à chaque question. Je ne savais pas qu'ils venaient. Je n'avais pas donné la permission. Ils ont pénétré chez moi sans mon consentement. L'officier Martin a dit qu'ils avaient été arrêtés pour intrusion et que je devrais me rendre au poste pour faire une déclaration. J'ai dit que je viendrais après le travail. Puis j'ai appelé Étienne. Il était à Londres pour une conférence. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'il ne décroche. « Salut, quoi de neuf ?» dit-il. J'entendais des voix en arrière-plan. « Ta sœur et Théo viennent de s'introduire chez nous. Ils ont utilisé un double de clé et sont entrés. » Il y eut une pause. Puis Étienne dit, « Oh oui, j'étais au courant. Margot m'a appelé la semaine dernière. Théo a été viré et ils ont été expulsés de leur appartement. Je lui ai dit qu'il pouvait rester avec nous pendant un certain temps. J'allais te le dire, mais ce n'est pas grave. Nous avons une chambre d'amis. » Ce n'est pas grave? Ma voix montait. Ils se sont introduits chez moi, Étienne. Ils ont apporté des meubles. Ils emménageaient sans me le dire. Tu exagères, dit-il. C'est de la famille, c'est bon. Ils ont été arrêtés pour intrusion. Tu as appelé les flics sur ma sœur maintenant? Sa voix était forte. Tu es sérieuse là? Je ne les ai pas appelés. Le système de sécurité l'a fait automatiquement. Eh bien, arrange ça alors. Dis-leur que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur. Ils se sont introduits. C'est ridicule. Aurore, tu en fais toute une histoire. J'ai réalisé qu'ils n'allaient pas voir mon point de vue. Ils n'allaient pas me soutenir. Il défendait sa sœur qui venait d'envahir ma maison. Je dois y aller, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis restée assise là 1 minute, essayant de tout assimiler. Puis j'ai appelé la mère d'Étienne. Ma belle-mère a décroché à la première sonnerie. Allô, Aurore. Saviez-vous que Margot et Théo emménageaient chez moi aujourd'hui, ai-je demandé. Oui, je savais, dit-elle calmement. C'est moi qui leur ai dit d'emménager avec vous. Vous avez une grande maison avec plusieurs chambres. Ils avaient besoin d'un endroit où rester. Nous sommes de la famille, Aurore. La famille s'entraide. Il n'y a pas besoin de toutes ces formalités. Formalités? Ils se sont introduits. La police est là. Son ton a changé immédiatement. Vous avez appelé la police sur eux? Vous essayez de leur donner un casier judiciaire? Savez-vous ce que cela pourrait faire à leur avenir? Ils se sont introduits chez moi, ai-je répété. Je n'ai pas appelé la police. Le système de sécurité l'a fait automatiquement. Vous devriez arranger ça, dit-elle. Dites à la police que c'était un malentendu. N'en faites pas plus que nécessaire. Je n'arrange rien, ai-je dit. Ils n'avaient aucun droit d'entrer chez moi sans permission. Elle a commencé à dire autre chose, mais j'ai raccroché. Je ne pouvais pas écouter une autre personne me dire que j'avais tort de protéger ma propre propriété. Je suis retournée à la réunion, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à Margot et Théo chez moi, à Étienne qui savait et ne me disait rien, à sa mère qui les encourageait à emménager sans demander. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Margot. Je suis sortie de la salle de réunion et j'ai répondu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Margot a commencé à crier. La police nous a traités comme des criminels. Tout le quartier regardait. Les gens se moquaient de nous. Savez-vous à quel point c'était humiliant?
J'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone. J'avais le sentiment que j'aurais besoin de documenter cette conversation. Vous vous êtes introduit chez moi, ai-je dit. J'avais une clé. Étienne nous a donné la permission. Sa mère nous a donné la permission. Nous avions tout à fait le droit d'être là. Vous n'aviez pas ma permission. Vous nous avez tendu un piège. Vous avez mis cette alarme exprès pour nous faire passer pour des méchants. J'ai installé un système de sécurité parce qu'il y avait eu des effractions dans le quartier. Je ne savais pas que vous essaieriez d'emménager sans me le dire. Je veux 15 000 €, dit Margot. Je me suis arrêtée de marcher. Quoi? 15 000 € pour l'humiliation et le préjudice moral. Vous nous avez embarrassés devant tout le quartier. Vous nous devez de l'argent. Quelque chose en moi a craqué. Tous les mois où j'avais payé leur loyer, toutes les fois où ils avaient demandé de l'argent, toutes les excuses et les plaintes. Et maintenant, elle exigeait plus d'argent parce que je ne la laissais pas voler ma maison. Vous parlerez à mon avocat désormais, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis restée dans le couloir un instant, essayant de me calmer. Puis j'ai appelé mon amie Olivia. C'est une avocate spécialisée dans l'immobilier. Nous nous sommes rencontrés à la fac et sommes restés proches au fil des ans. J'ai besoin de conseils juridiques, ai-je dit quand elle a décroché. Je lui ai tout raconté. L'effraction, la camionnette de déménagement, Étienne donnant la permission sans me demander, sa mère l'encourageant, et Margot exigeant 15 000 €. Olivia est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, ce n'est pas un conflit familial. C'est une violation des droits de propriété. Ce qu'ils ont fait est une invasion de domicile, et Margot exigeant une compensation pourrait être qualifiée d'extorsion. Que dois-je faire? Va au commissariat de police. Fais une déclaration officielle. Apporte cet enregistrement de Margot exigeant de l'argent. Procure-toi des copies des images de sécurité. Documente tout. Étienne va être furieux. Étienne a laissé sa sœur s'introduire chez toi. Ta sécurité et tes droits de propriété sont plus importants que ses sentiments. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. J'ai pris le reste de la journée de congé et j'ai conduit jusqu'au commissariat de police. L'officier Martin était là, un homme plus âgé aux cheveux gris et au visage bienveillant. Je lui ai dit que je voulais faire une déclaration formelle. Je lui ai montré les images de sécurité sur mon téléphone. Je lui ai fait écouter l'enregistrement de Margot exigeant 15 000 €. Il a tout écouté, son expression devenant plus sérieuse à mesure que la voix de Margot perçait le haut-parleur du téléphone. Vous avez bien fait de venir ici, dit-il. Nous leur délivrerons un avertissement de rester loin de votre propriété. S'ils le violentent, il y aura des conséquences. Je m'inquiète pour ma sécurité, ai-je dit. Ils ont des membres de leur famille qui pourraient essayer de venir à la maison. Nous en prendrons note dans le rapport, dit-il. Gardez votre système de sécurité actif. Appelez-nous si quelqu'un se présente. Je l'ai remercié et j'ai quitté le poste. Sur le chemin du retour, j'ai vérifié mon téléphone. 15 appels manqués d'Étienne. 10 messages textes. Toutes des variations de la même chose. Rappelle-moi. C'est sérieux. Tu dois retirer la plainte. Ma sœur ne peut pas avoir ça sur son casier. Pas un seul message me demandant si j'allais bien. Pas un seul message s'inquiétant pour moi. Juste des exigences pour protéger sa sœur. Quand je suis rentrée à la maison, je suis allée directement à mon bureau. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un dossier que je gardais depuis quelques mois. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce. Des papiers de divorce vierges que j'avais imprimés mais jamais remplis. Je les avais imprimés le jour où Étienne avait retiré près de 30 000 € de notre compte joint sans me le dire. Il l'avait donné à Margot pour couvrir l'une de ses dettes. Quand je l'ai confronté, il a dit que c'était de notre argent commun, donc il avait tout à fait le droit de l'utiliser. J'étais furieuse, mais il a refusé de voir le problème. C'est là que j'ai imprimé ces papiers et que je les ai cachés dans mon bureau. Maintenant, je les ai sortis et j'ai commencé à les remplir. Mon nom, le nom d'Étienne, tous les détails. J'ai rempli chaque ligne soigneusement, en m'assurant que tout était correct. Je savais ce qui allait arriver.
Étienne allait rentrer chez lui en hâte. Il serait en colère. Il me blâmerait pour tout. Et j'allais lui remettre ses papiers et mettre fin à ce mariage. Je l'avais épousé en pensant que nous étions partenaires. Mais les partenaires ne laissent pas leur famille envahir votre maison. Les partenaires ne privilégient pas leur sœur plutôt que leur femme. Les partenaires ne volent pas de l'argent des comptes joints pour le donner à leurs frères et sœurs. J'ai fini de remplir les formulaires et je les ai mis dans un dossier propre. Puis je me suis assise sur ma terrasse et j'ai attendu. Étienne est rentré cette nuit-là. J'ai entendu sa voiture entrer dans l'allée vers 21h. Il ne s'est pas garé normalement. Il a juste arrêté la voiture et l'a laissée là, la porte claquant assez fort pour que les voisins l'entendent. Il est entré sans frapper, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu as fait, bordel ?» J'étais assise sur le canapé avec le dossier à côté de moi. J'ai protégé ma propriété. La police a donné à Margot une ordonnance de restriction. Elle ne peut pas s'approcher de cette maison à moins de 150 mètres. Savez-vous à quel point c'est humiliant pour elle ? Elle a essayé d'emménager chez moi sans permission, ai-je dit calmement. Elle a apporté un camion plein de meubles. Elle m'a demandé 15 000 €. C'est de la famille. Tu aurais dû me parler d'abord. Tu savais qu'ils venaient et tu ne m'as rien dit. Tu leur as donné la permission d'emménager chez moi sans me demander. C'est ma maison, Étienne. Mon nom est sur l'acte, pas le tien. Son visage est devenu plus rouge. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi. Non, ai-je dit, cette maison a été achetée avec l'argent que j'ai économisé pendant 13 ans avant même que nous nous marions. Elle est enregistrée à mon seul nom. Tu n'as aucune prétention dessus. Tu es ridicule. Ils avaient juste besoin d'un endroit où rester temporairement. J'ai pris le dossier et j'ai sorti les papiers de divorce. Notre mariage est terminé. Il a fixé les papiers comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Tu me quittes pour ça ? Je te quitte parce que ta conception de la famille et ma conception de la décence ne fonctionneront jamais ensemble. Je choisis ma sécurité et ma dignité. Il a arraché les papiers de ma main, les a regardés un instant, puis les a jetés par terre. Bien. Tu veux un divorce ? Tu en auras un, et je prendrai la moitié de tout. Bonne chance avec ça, ai-je dit. Il est monté à l'étage et je l'ai entendu jeter des choses dans des sacs, des tiroirs claqués, des portes de placard claquées. Il est descendu 20 minutes plus tard avec 2 valises et une boîte. Je reviendrai pour le reste de mes affaires, dit-il. Appelle d'abord, ai-je dit. Tu ne vis plus ici. Il est parti, en s'assurant de claquer la porte d'entrée aussi fort qu'il le pouvait. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'il chargeait sa voiture et partait. Puis je me suis assise sur le canapé et j'ai pris une profonde inspiration. C'était fait. Le mariage était terminé et je me sentais soulagée. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. Il est venu dans les 2 heures et a changé toutes les serrures de la maison. Porte d'entrée, porte arrière, porte de garage, nouvelle clé, nouveau code pour le clavier. J'en ai gardé un jeu pour moi et j'en ai donné un à Olivia. Puis j'ai appelé ma société de sécurité à domicile et j'ai tout mis à niveau de sécurité maximale, capteur de mouvement sur chaque fenêtre, caméra supplémentaire, et j'ai retiré Étienne et ses parents de la liste des contacts d'urgence. J'ai mis le nom et le numéro d'Olivia à la place. Après cela, j'ai parcouru mon téléphone et j'ai bloqué le numéro d'Étienne, puis le numéro de Margot, puis les numéros de ses parents. J'ai supprimé tous leurs contacts. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, par email, partout où je pouvais. Je ne voulais plus jamais entendre parler d'eux. Le processus de divorce a commencé 1 mois plus tard. Étienne a engagé un avocat qui a immédiatement exigé la moitié de la maison. Mon avocate, Olivia, a déposé une réponse citant les lois de l'État sur la propriété. La maison avait été achetée avec mon argent et était enregistrée uniquement à mon nom. Selon les lois de notre État, il n'y avait aucune prétention à cela. Il a fallu 3 mois pour que le divorce soit finalisé. Nous avons dû aller au tribunal 2 fois. La première fois pour les audiences préliminaires. La deuxième fois pour le jugement final.
Lors de l'audience finale, Étienne était assis d'un côté de la salle d'audience avec son avocat. Ses parents et Margot étaient assis derrière lui dans la galerie. Ils me regardaient tous avec une pure haine dans les yeux. Le juge a examiné toute la documentation, l'acte montrant ma seule propriété, les relevés bancaires montrant que la maison avait été achetée avec mes économies. Le contrat de mariage que nous avions signé stipulait clairement que toute propriété possédée avant ou achetée individuellement pendant le mariage restait séparée. La maison reste la seule propriété de Madame Dubois, a déclaré le juge. M. Dupré n'a aucune prétention dessus. J'ai vu la mâchoire d'Étienne se crisper. Sa mère a mis sa main sur sa bouche. Margot m'a simplement foudroyé du regard. Le divorce a été finalisé. Nous avons divisé le compte bancaire joint également. Il a pris ses effets personnels. Tout le reste est resté avec moi. Nous n'avions pas d'enfants, pas de dette commune, plus rien ne nous liait. Quand je suis sortie de la salle d'audience, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. Je portais le poids de ce mariage, de la famille d'Étienne, de leurs exigences et de leurs drames constants. Maintenant, c'était parti. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi. Ma maison, juste la mienne. Je me suis arrêtée dans l'allée et je suis restée là un instant, regardant la maison pour laquelle j'avais tant travaillé. Je l'avais fait. J'avais protégé ce qui était à moi. Je m'étais défendue, et j'étais libre. Les mois ont passé. La vie est devenue étonnamment calme. J'allais au travail, je rentrais chez moi, je dînais, je regardais la télévision. Des choses simples, des choses normales. Pas de drame, pas d'exigence, personne n'essayait de profiter de moi. J'ai appris par un des cousins d'Étienne ce qui leur était arrivé après le divorce. Étienne travaillait sur un grand projet en Europe, mais après le scandale avec Margot et le divorce, son entreprise l'a rappelé. Ils ont dit qu'il ne pouvait pas gérer sa propre famille, alors comment pourrait-il gérer des projets importants ? Ils l'ont retiré des missions clés. Finalement, il a démissionné. Il est retourné vivre chez ses parents. Et puis Margot et Théo ont emménagé aussi après avoir perdu leur appartement. 5 adultes vivant dans une maison de 2 chambres avec 2 personnes retraitées. Théo n'a jamais trouvé d'autre emploi. Il n'arrêtait pas de parler de grandes opportunités, d'accords qui allaient se concrétiser, de son blog de voyage qui allait décoller, mais rien ne s'est jamais produit. Il restait assis à publier des photos en ligne et à attendre que le succès le trouve. Margot ne pouvait pas garder un emploi. Elle se faisait embaucher quelque part, travaillait quelques semaines, puis démissionnait parce que les horaires étaient trop longs ou le salaire trop bas ou le travail était indigne d'elle. Elle aimait acheter des choses chères, aller dans de bons restaurants, faire comme si elle avait de l'argent alors qu'elle n'en avait pas. Toutes leurs dépenses épuisaient lentement les économies de retraite des parents d'Étienne. J'ai appris tout cela par la cousine d'Étienne, qui se sentait mal de ce qui s'était passé et est restée en contact avec moi. Elle a dit que la maison était le chaos. 5 adultes se disputant la salle de bain, la nourriture, tout. Les parents d'Étienne avaient l'air épuisés tout le temps. Je n'ai rien ressenti en l'apprenant. Ni satisfaction, ni pitié, rien. Ils avaient fait leur choix et maintenant ils en vivaient les conséquences. Après le divorce, j'ai décidé de rester éloignée des relations pendant un certain temps. Je ne faisais plus confiance aux hommes. Ou peut-être que je ne faisais plus confiance à mon propre jugement. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas prête à sortir avec quelqu'un. Mais 6 mois après le divorce, Olivia m'a fait asseoir autour d'un café et m'a dit que je devrais envisager une thérapie. Tu as traversé beaucoup de choses, a-t-elle dit. Cela pourrait t'aider d'en parler à un professionnel. Je ne pensais pas avoir besoin de thérapie. Je me sentais bien. Mais Olivia a continué à insister, alors finalement j'ai accepté d'essayer. La thérapeute s'appelait Dr. Chen. Elle avait la 50aine, calme et patiente. Je lui ai tout raconté sur le mariage, sur l'effraction de Margot et Théo, sur la trahison d'Étienne, sur le divorce. Elle a tout écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit, vous avez tout fait correctement. Vous avez protégé votre maison et votre sécurité. Vous avez établi des limites. Ce sont des choses saines à faire. Les personnes qui auraient dû vous protéger ont choisi de prendre parti pour les personnes qui ont violé votre espace.
Ce n'est pas de votre faute. Nous avons parlé pendant des semaines de confiance, de limites, de la reconnaissance des signaux d'alarme dans les relations. Elle m'a aidé à comprendre que tout le monde n'était pas comme Étienne, que je pouvais trouver quelqu'un qui me respectait, ainsi que ma propriété et mes décisions. Vous avez appris quelque chose de précieux, a-t-elle dit. Vous avez appris à établir des limites. Cela rendra votre prochaine relation plus forte. Après 6 mois de thérapie, je me suis sentie prête à essayer à nouveau. Pas désespérée de trouver quelqu'un, juste ouverte à la possibilité. J'ai rencontré Michael lors d'une collecte de fonds pour un hôpital que mon entreprise parrainait. C'était un chirurgien, 42 ans, divorcé sans enfant. Nous avons commencé à parler à la table du buffet de la musique horrible que le DJ jouait et nous avons fini par parler pendant 2 heures. Il m'a demandé mon numéro. Je le lui ai donné. Nous avons commencé à sortir ensemble lentement. Dîner 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine. Il ne m'a jamais poussé à faire plus que ce avec quoi j'étais à l'aise. Il respectait mon espace, mon temps, mes décisions. Après 3 mois, je lui ai parlé d'Étienne et de l'effraction et du divorce. J'ai observé attentivement son visage pour voir comment il réagirait. Cela a dû être terrifiant, a-t-il dit. Que quelqu'un s'introduise chez vous comme ça. Tu ne penses pas que j'ai exagéré? Exagéré? Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Ta maison est ton sanctuaire. Personne n'a le droit de violer cela. C'est là que j'ai su qu'il était différent. Il comprenait les limites. Il comprenait le respect. Il comprenait que la famille ne signifie pas que vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sortions ensemble depuis environ 4 mois quand quelque chose s'est produit qui m'a fait rire plus que je ne l'avais fait depuis des années. Je suis rentrée du travail un jour et j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. C'était de la mère d'Étienne. Je l'ai ouverte avec précaution, me demandant ce qu'elle pouvait bien vouloir après tout ce temps. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec son écriture couvrant les 2 côtés. J'ai commencé à lire. La lettre était incroyable. Elle écrivait qu'elle avait réfléchi à tout ce qui s'était passé. Elle écrivait qu'elle comprenait que je pouvais être encore contrariée. Et puis, dans la phrase la plus absurde que j'ai jamais lue, elle écrivait qu'elle me pardonnait. Elle écrivait qu'elle m'autorisait à revenir dans la famille, à revenir auprès d'Étienne. Elle disait qu'il pouvait arranger les choses, que les familles surmontent les obstacles, que je n'avais qu'à m'excuser d'avoir appelé la police sur Margot et que tout pourrait redevenir normal. Je suis restée dans ma cuisine à lire cette lettre et j'ai éclaté de rire. J'ai ri si fort que les larmes me sont venues aux yeux. L'audace de cette femme, elle me pardonnait. Elle m'autorisait à revenir. J'ai lu la lettre 3 fois de plus, riant plus fort à chaque fois. Puis je l'ai portée à ma déchiqueteuse et je l'ai passée dedans. Je l'ai regardée se transformer en des centaines de minuscules morceaux, les mots devenant des confettis illisibles. J'ai jeté les morceaux déchiquetés à la poubelle et je suis allée préparer le dîner. Ce week-end-là, j'ai parlé de la lettre à Michael pendant que nous branchions. Il a failli s'étouffer avec son café quand j'en suis arrivée à la partie où elle me pardonnait. Elle t'a pardonné, dit-il. Pourquoi? Pour avoir protégé ma propre maison apparemment. Il a secoué la tête. Cette famille est folle. Ancienne famille, ai-je corrigé. Je n'ai plus rien à voir avec eux. Bien, dit-il. Tu mérites mieux. Je méritais mieux. J'avais travaillé dur toute ma vie d'adulte pour me construire quelque chose. J'avais économisé de l'argent, investi judicieusement, acheté la maison de mes rêves, et je l'avais protégée lorsque des gens ont essayé de me la prendre. Maintenant, j'avais une vie paisible. J'avais un emploi où j'étais bonne. J'avais une maison que j'aimais. J'avais un homme qui me respectait. Et j'avais la certitude que je pouvais me défendre quand cela comptait. Parfois, la nuit, je m'asseyais sur ma terrasse intérieure et je pensais à tout ce qui s'était passé. À Margot et Théo qui s'étaient introduits, à la trahison d'Étienne, au divorce, à tout cela. Et je réalisais que c'était la meilleure chose qui aurait pu arriver. Cela m'a montré qui les gens étaient vraiment. Cela m'a appris à protéger ce qui était à moi. Cela m'a libérée d'un mariage qui m'aurait lentement détruite.